La France, pays millénaire. Ça fait 70 piges qu'on se tape la fabuleuse histoire d'une France adolescente, pucelle, mal dans sa peau. 200 ans d'une république balbutiante qui ne s'est souvenue que du roi Soleil en collant et en perruque, tout en oubliant une nation qui rayonnait aux quatre coins du monde, dans les arts, la guerre, l'industrie et la foi. Au dernier épisode, on a vu que durant son règne, Clovis a étendu son petit royaume à la base de Tournai jusqu'au bord de la Méditerranée. Clovis a donc fait un peu de la Gaule sa pute en agglomérant les tribus gauloises sur son royaume. Après son décès, on partage la France comme la dernière des quiches, c'est-à-dire que chacun des héritiers de Clovis a le droit à son petit lopin de terre. Et donc Thierry, que l'on appelle Théodoric, né d'un premier lit, Clodomir, Childebert et Clotaire, les trois autres fils de Clotilde, 4 rois mais un seul regnum francorum. À l'époque, début du VIe siècle, le regnum compte environ 7 millions d'habitants, et les rois se pavanaient dans leur domaine qu'ils considéraient comme leur propriété. Le pouvoir décentralisé de cité en cité, à la romaine un peu, une ville et des campagnes autour. Les responsables administratifs de chaque cité sont appelés, ça ne s'invente pas, des comtes. Retour à la mort de Clovis, Clotilde, sa femme, maintenant veuve et mère des 4 bambins, assure la régence durant 15 ans. Avec ses fils, elle va tout faire pour aller niquer les Burgondes en bas à droite, et donc au printemps 524, on ira jusqu'à Vienne pour aller rouster du Burgonde. Ils s'étaient planqués jusque-là. Grave erreur, les Burgondes sont ultra chauds, ils connaissent le terrain par cœur, et finissent par mettre une méga raclée aux 4 rois. Clovis doit vraiment se retourner dans sa tombe. Pire encore, Clodomir, un de ses fils, va finir en rillette à l'issue du combat. Et comble de la blague, on utilisera sa tête comme trophée. Et là, ça calme tout le monde. Clodomir, un des fils de Clovis, est donc mort. Ses frères, en particulier Childebert et Clotaire, flairent quand même le bon filon et vont jusqu'à tuer toute sa descendance de leur défunt fraternel, juste au cas où. Bref, tout le monde meurt et il reste Clotaire. Clotaire, il réunifie les domaines de ses défunts frères autour d'un seul regnum francorum. Clotaire, c'est quand même un sacré crado. Le bonhomme avait capturé une jeune princesse, Radegonde, lors de l'annexation de la Thuringe. La gosse avait 11 ans et vous vous doutez bien que la petite elle partait pas pour Disneyland. Pour la petite histoire, Clotaire il a l'air un peu doulant comme ça, mais il faut pas s'y méprendre. Il avait un fils, Crame, qui lui avait fait un petit coup de pute. Quand Clotaire se chamaillait avec ses frères, particulièrement Childebert, le petit Crame s'est mis à fomenter une conspiration contre son père, en allant aider son oncle Childebert, dans l'espoir de récupérer le royaume de son père Clotaire. Donc Crame va aider tonton Childebert. Tonton Childebert prend une raclée contre Clotaire, et là faut rendre des comptes. Rentrer la queue entre les pattes chez papa Clotaire, et lui dire qu'on est désolé. Crame y demande pardon. Clotaire lui il est chrétien, il lui pardonne. Mais Crame récidive quelques années plus tard. Et là Clotaire il est bon, mais il est pas con. Il prend son fils Crame par la main, et l'enferme vivant dans une cabane de pêcheurs. Et là ça ne s'invente pas, fait cramer la cabane de pêcheurs. Avec un petit twist franc tout de même, il fait en sorte que la femme de Crame et les enfants de Crame soient enfermés en même temps que leur père pour donner un petit côté familial et folklorique à cette exécution. Et donc Crame cramera avec femme et enfants. On avance. Clotaire, dernier fils de Clovis, meurt 1 an plus tard, en 661. Puis même bazar, on sépare le territoire en 4, Chilpéric tire son épingle du jeu et change un peu les cartes en créant la Neustrie. Pendant ce temps-là, Sigbert, lui, se met sur la gueule avec les Saxons en haut à droite. Chilpéric, Sigbert, les petits-fils de Clovis sont pas en bons termes. On a Frédégonde, mariée à Chilpéric, et Brunehaut, mariée à Sigebert de l'autre côté. Frédégonde, c'est une parvenue, une meuf de la rue, une maligne et elle a la dalle. Elle déteste également tout ce qui est autrui et tout ce qui respire. Frédégonde va pousser son mari Chilpéric à tuer la sœur de sa belle-sœur, Brunehaut. Brunehaut étant sa rivale, elle pensait que ça allait calmer le jeu. Les deux grognasses peuvent pas se voir et du coup, on va entamer 50 ans de guerre civile. À la fin, Chilpéric fait tuer son propre frère Sigbert. Royale erreur, on ne tue pas un roi. Et donc à déchéance royale, réponse systématique, sanction divine. Chilpéric meurt poignardé quelques années plus tard, puis pas mal de ses gosses vont mourir et une grosse partie de son peuple de Neustrie va mourir de faim, de froid, de dysenterie, une espèce de chiasse de l'époque. Eh ben oui, quand Dieu te donne le pouvoir, ça se respecte. Et là, le pape Grégoire, il dit stop. Il commence à se réveiller, il dit à tout le monde, les gars on se calme, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Allons taper d'autres personnes. Je connais un peuple qui ne respecte rien, ni la bouffe, ni la chrétienté, leurs prêtres se marient, les églises sont trop bling bling, je demande à tout bon chrétien d'aller, je vous le donne en 1000, dérouiller les Anglais. On est en 600, et on marque le début de 1200 ans de guerre. On avance au 7e siècle,
Gros problème pour trouver les héritiers, tout le monde meurt sans faire de gosse, on va de branche en branche sur l'arbre généalogique, mais ça commence à être compliqué à trouver un héritier mérovingien. On en trouve quand même un, le dernier fils de Chilpéric, qu'il a eu avec Frédégonde, pour diriger le regnum francorum. Vous vous rappelez de la haine de Frédégonde et Brunehaut ? Bah maintenant, Brunehaut, elle a plus d'héritier, et Frédégonde, qui a tué sa sœur, c'est la mère du roi, Clotaire II. Et Clotaire II, son fils, il veut venger l'honneur de sa maman. Donc Brunehaut, elle sent le cramer et elle a pas tort. Brunehaut, elle a 70 ans et elle pensait qu'elle allait passer sa retraite pépouse sur la côte d'Azur dans un monastère franciscain. Mais Clotaire, il a d'autres plans pour elle. En 613, une équipe du GIGN de l'époque toque à sa porte, de bon matin, et là, boucherie. On la torture à la médiévale, comme on dit, clous rouillés et pointe qui brûlent, en plein public, puis on attache ses 4 membres à 4 chevaux qui partent au galop aux 4 coins cardinaux. À l'époque, on a le Regnum Francorum qui est dirigé par Clotaire II et 3 dirigeants de Neustrie, d'Eustrasie et de Burgondie qu'on appelle les maires. Clotaire II va avoir un gosse, Dagobert, un bon petit étudiant qui se prépare à devenir un bon régent. Le gosse est rachitique au possible, le nez fourré dans ses bouquins toute la journée. Dès l'enfance, il va rencontrer Éloi, Ouan et Amand, des hommes d'église, les futurs saints, Saint-Éloi, Saint-Ouan et Saint-Amand, qui deviendront tour à tour ses précepteurs, ses amis, et enfin ses conseillers et ses ministres. Et contre toute attente, cette petite tête d'ampoule de 20 kilos survit, prend du muscle à la gym, fait du crossfit et un régime keto. Il va uniformiser la loi chrétienne et nationale, assainir le clergé, c'est le début de la Francie. On va pacifier les Basques par les armes, pacifier les Bretons par la négociation, on fait un traité de paix éternel avec l'Empire romain, et on fait les gros yeux aux Saxons, qui eux se pèlent les meules en Allemagne depuis 5 siècles, et donc là ça calme tout le monde. On va installer des ports, des droits de douane, on calme le jeu avec les Anglais pour commencer à commercer avec eux. On crée des réseaux de monastères, des ordres, on ramène 5 Colomban d'Irlande pour remettre dans le droit chemin tous les ordres monastiques. Châtiment corporel à la clé. Dagobert va se confronter au réel, à Metz, en Neustrie. Et niveau justice, on est encore sur la loi salique. Qui vole un œuf perd son doigt. C'est également l'extension de la loi salique, l'ordalie, le jugement de Dieu. Par exemple, un Pékin tue son voisin, on l'amène au milieu du village, on fait chauffer un fer à blanc et on force le gars à tenir le fer à pleine main. Si le mec crame, il est coupable. S'il crame pas, Dieu l'a protégé, il est innocent. Vous vous imaginez bien que ça va résoudre efficacement le problème d'engorgement des tribunaux. Sauf que Dagobert trouve qu'on utilise un peu trop ce genre de jugement. Dagobert, encore ado, et ses ministres vont créer des tribunaux, avec des vicaires, responsables, et on va instiller une pacification de la justice. On essaye de moins cramer les gens, on trouve d'autres moyens de les juger. On est en 629, Dagobert s'installe à Paris. Il va donner aux paysans l'usufruit de ses propres terres, une avancée considérable à l'époque. C'est le haut Moyen-Âge. Et même s'il semble émerger un semblant de retenue chez les Francs, ne vous y méprenez pas, les Mérovingiens restent des barbares. Pour la petite histoire, à l'époque, Dagobert, en pleine force de l'âge, commence à inviter ses seigneurs à table. Déjà une façon pour les monarques de montrer leur culture et leur savoir-être. Dagobert invite donc à sa table le duc d'Aquitaine. On lui propose, au duc d'Aquitaine, de manger, il accepte, on lui propose à boire, il refuse. Dagobert insiste, je ne saurais accepter non pour réponse. Mais le duc d'Aquitaine, non, il veut pas boire. Avant même de servir le dessert, Dagobert fait signe à son clan discrètement. Le duc d'Aquitaine se lève pour replacer sa veste et aérer ses jambes, et là Dagobert lui tombe dessus avec 5 potes à lui, le chope, le flagelle, et vous commencez à connaître la chanson, bien dégagé derrière les oreilles, on tond le duc. Ensuite, Dagobert part représenter Clotaire II, son père, en lançant ses troupes vers les Saxons. Durant le combat, Dagobert se fait arracher les cheveux par un soldat ennemi. Il faut rappeler à quel point les cheveux c'est important. Les cheveux c'est le Mund, la puissance magique du chef, sorte de mojo, sans ça pas de respect. Alors Dagobert pète un câble pendant le combat, tout le monde franc et saxon se démonte à la hache, et là t'as Dagobert qui cherche le mec qui lui a coupé les cheveux au milieu de coups de hache, d'épée et de marteau. La légende dit qu'il retrouvera la petite pute saxonne qui lui a coupé les cheveux, le capturant et l'obligeant à devenir la coiffeuse esclave du roi pour le restant de ses jours. Dans ce chaos de rois, de regnum et de batailles fratricides, Dagobert de 629 à 639, en l'espace de 10 ans, a fédéré. C'est l'apogée de la dynastie mérovingienne. Dagobert inaugurera une pratique millénaire, celle des rois enterrés à la nécropole de Saint-Denis, à Paris, où rois et reines de Regnum Francorum, de Francie et du royaume de France et de Navarre se feront enterrer, jusqu'à ce bon Charles X au XIXe siècle. Et donc, pour la petite histoire,
Dagobert était souvent bourré, mais un bon gars de table, proche des manants, juste et bon au combat. Sa descendance, à partir de 710, deviendra connue comme celle des rois fainéants, que des connards de l'époque révolutionnaire ont eu un malin plaisir à caricaturer gros et inactifs. Mais la vraie raison pour laquelle on les nomme ainsi, c'est que leur pouvoir était limité au fur et à mesure que le pouvoir des Mérovingiens diminuait. L'aristocratie locale montait en grade, comme une mafia médiévale. C'est le début de la féodalité, les maires des palais de Neustrie, d'Austrasie et de Burgondie avaient le vrai pouvoir. Ça va être l'avènement du Moyen-Âge, la chute des Mérovingiens, et c'est au prochain épisode qu'on verra ça.